dans la Mishnah, on est 3 lignes avant la fin de la page. 3 lignes avant la fin de la page, Lamed Vav Amud Bet. Dans la Mishnah, on avait une liste d'actes, de choses qui étaient interdites, de Rabbanan. Et il y avait 3 espèces de catégories. Il y avait Shvut, les actes. Il y avait Shvut, que c'est les actes qui sont interdits. Quelqu'un peut se citer un acte interdit qui est Shvut, qu'on a vu hier. Quelqu'un qui était réveillé le cours hier. On n'a pas le droit de se fiancer pendant le Shabbat. Non, ça c'est pas Shvut. C'est pas Shvut. Alors Yosef n'était pas réveillé. On va voir s'il y a quelqu'un d'autre qui était réveillé. Faire un jugement. Et aussi Yehuda n'était pas réveillé. Il y a quelqu'un d'autre qui peut-être par hasard dans la classe des Mouna était réveillé. Grand silence. C'est triste Venise. Alors non, on avait dit que Reshut c'est un acte interdit. On avait dit que Shvut c'est un acte interdit. Reshut c'est un acte où il y a une dimension de mitzvah. Ce n'est pas une mitzvah à fond, mais il y a une dimension, il y a un mashou de mitzvah dans Reshut. On avait dit que mitzvah, c'est un une mitzvah qui est néanmoins interdite pendant Yom Tov et Shabbat. Donc, on avait parlé hier de Shvut. Maintenant, on passe à la deuxième catégorie qui est Reshut. Donc, un acte où il y a un élément de mitzvah. Alors, 3e ligne avant la fin. Veiluhem meshum Reshut lo danin. On n'a pas le droit de juger. Tu n'as pas donné l'exemple. On a... Non, pas tu dormais. Par exemple, monter dans un arbre, on avait dit, interdit de grimper sur un arbre, c'est un shvut. On a chevauché, c'est un shvut. On n'a pas le droit de juger pendant Shabbat ou Yom Tov. Et ça s'appelle reshut. Et la Gemara s'étonne. Mitzvah ka'avid. Pourquoi tu appelles ça un reshut? C'est une mitzvah. Dans la Torah, c'est écrit Shiftu b'sha'arechem, qu'il y a une mitzvah de juger, d'apporter des cas à des batetinim. Alors pourquoi on appelle ça un reshut ou pas une mitzvah? L'autre sricha de ika adif minei. On s'est arrêté là hier. Quand il y a quelqu'un dans la ville qui est vraiment plus un Talmid Chacham, c'est plus un Dayan, c'est plus professionnel, et néanmoins tu vas à quelqu'un d'autre, c'est pas une mitzvah. Il y a un élément de mitzvah, mais c'est pas la vraie. La vraie mitzvah, quand on parle de jugement, c'est d'aller au juge, le vrai juge. Quand on va à celui qui est le mieux positionné, le mieux équipé pour juger, ça c'est la mitzvah. Quand tu vas à quelqu'un d'autre qui est vraiment kacha, c'est pas vraiment la mitzvah. L'homme mekadshim, on n'a pas le droit de marier des femmes. Mitzvah kavid. Pourquoi on appelle ça reshut? C'est une mitzvah de marier. L'otzricha de Itlei Isha ou Banim. On parle d'un cas où le monsieur, à la belle époque, il avait déjà une femme, déjà des enfants. Donc on passe en haut de la page suivante. En haut de la page suivante, il a déjà une femme et des enfants. Donc quand il épouse une deuxième femme, il y a un élément de mitzvah, mais ce n'est pas mamash mitzvah. Regardez, si vous voulez bien, vous y êtes ou? Oui. Regardez, Lamed Zayin Amudalef le Rashi. De Itlei Isha ou Banim. On parle d'un cas où quelqu'un il a déjà une femme et déjà des enfants. Ça veut dire quoi qu'il a déjà des enfants? Shnei Scharim le Beit Shammai, ou Zachar ben Nekeva le Beit Hillel, ou il a 2 garçons selon Beit Shammai, ou un garçon et une fille selon Beit Hillel. Parce qu'il y a une mitzvah de prou-revu. Comment est-ce qu'on quitte la mitzvah? Si tu marloques entre Beit Shammai et Beit Hillel, Beit Shammai ils disent le moment qu'il y a 2 garçons, tu quittes de prou-revu. Et bien, ils disent non, tu as besoin d'un garçon et d'une fille. Après qu'il a atteint ce stade, il a ses 2 enfants. Alors, il n'est pas tellement obligé dans la mitzvah, il est plus ou moins quitte la mitzvah de Pru'uruvu que de Amrin Beyevamot. Et Rashi dit la deuxième ligne, Miha, néanmoins, Ksat mitzvah ika. Il y a néanmoins un élément de mitzvah qui reste. Que de Amar Babok Zraz et Zaracha. Dans Kohelet, c'est écrit que le matin tu vas semer ton champ, tes grains, mais le soir n'arrête pas. Et de là on apprend que, disons dans le contexte d'avoir des enfants, que bien sûr le matin, à un certain âge, il faut faire le maximum faire la mitzvah pour retour, même si le type il a fait là, il est quitte. Il y a un élément de mitzvah continu parce que c'est écrit pro. Ou revu, c'est avoir beaucoup d'enfants.
Bon, c'est bien d'avoir beaucoup d'enfants, et même les sages, ils disent, parmi les enfants que tu vas avoir, tu ne sais pas, à l'époque, lequel va survivre. Tu ne sais pas lequel va être vraiment réussi. Je veux dire, c'est pas, ok, tu as fait, mais ça vaut la peine de continuer si tu peux. Donc, il y a un élément de mitzvah, mais ce n'est pas la vraie mitzvah. Donc, c'est dans la catégorie de reshut. Précision, c'est l'homme qui est obligé et pas la femme. Donc, si l'épouse il se marie plusieurs fois, il n'est pas obligé à chaque fois faire pour ou. Il le fait une fois, il a 2 ou 3 enfants. S'il se marie une deuxième fois et même une troisième fois, il n'a plus cette obligation. C'est bizarre. Je pose la femme. Non, c'est bizarre ta question, parce que moi j'avais pensé qu'à la minute, j'avais expliqué ce sujet. Moi, non, peut-être que je me suis trompé. Non, tu sais quoi, je pense que j'ai passé à l'anglais. Peut-être l'anglais ça va bien passer. Si j'explique en anglais, je vais essayer. In the beginning, there's a mitzvah of the pruruvu. Now, if the guy is married, j'explique encore une fois. Pour les rares, non, j'explique encore une fois. Il y a une mitzvah de pruruvu. Selon Beit Shammai, une fois que tu as 2 garçons, tu quittes la mitzvah. Tu as fait la mitzvah. Et selon Beit Hillel, une fois que tu as un garçon et une fille, tu quittes. Rashi dit qu'en dépit de ça, il y a néanmoins un élément de mitzvah de continuer. Tu quittes en gros de la mitzvah, mais néanmoins un élément de mitzvah de continuer d'avoir d'autres enfants. D'avoir des relations. D'avoir d'autres enfants. Il y a une mitzvah à part de ona, pour la femme, avoir des relations sexuelles avec la femme, ça c'est une mitzvah à part. Mais il y a une mitzvah d'avoir encore des enfants. T'as compris ou pas? Mais combien de mitzvot il faut? Il y a une mitzvah de pruruvu. J'ai compris là. Okay. Mais peut-être qu'il veut couler allemand, une femme de Shammai et l'autre femme de Hillel. C'est pas une question de femme, c'est une question de l'homme. C'est l'homme qui est impliqué. On continue. On avait dit dans la Mishnah que le Shabbat ou Yom Tov, on ne peut pas faire Khalitsa, on ne peut pas faire Yiboum. Tout le monde, j'espère qu'on pense que c'est Khalitsa ou Yiboum. La Gemara dit Vaham mitzvah kavid. Pourquoi c'est dans la catégorie de reshut? On sait que c'est une mitzvah. Aussi bien Khalitsa, aussi bien Yiboum, c'est une mitzvah. L'otzricha de ik gadol. Le mitzvah begadol liyabem. Il dit parce qu'on parle d'un cas où celui qui va faire ou Khalitsa ou Yiboum, c'est un frère qui n'est pas le frère aîné. Et la vraie mitzvah de Yiboum ou de Khalitsa, c'est avec le frère aîné. Donc, encore une fois, ce n'est pas la vraie mitzvah, parce que la vraie mitzvah, c'est avec le frère aîné, mais c'est tout de même un élément de mitzvah, parce que c'est un frère. Compris? Si vous n'avez pas compris, demandez. Et je vais vous expliquer en anglais. C'est pourquoi? C'est parce que le grand frère n'a pas voulu? Je sais pas. Peut-être pas, il n'a pas voulu, peut-être il n'a pas pu, peut-être, je sais pas. Le kuluhu, maintenant la Gemara demande, en fin de compte, ok, tu m'as expliqué pourquoi ça s'appelle reshut, mais toute cette liste de choses qui sont interdites, pourquoi est-ce qu'ils sont interdits? Pourquoi les rabbanan ont interdit? Le kuluhu ta'ama mai, gzera shema yichtov. On a peur que quelqu'un va écrire. Alors ça veut dire quoi écrire? Quand il y a un mariage, il y a le contrat de mariage, il faut écrire. Quand il y a Khalitsa et quand il y a Yiboum, aussi il y a quelque chose qui est écrit. Quand il y a, quoi d'autre il y avait dans l'histoire? Un jugement. Quand un jugement, bien sûr, on l'écrit. Donc la raison pour laquelle tout ça c'est interdit, de peur que quelqu'un va écrire, qui est un issur de Oraita. Maintenant, la dernière catégorie dans la Mishnah, c'est les mitzvot qui sont interdites. On n'a pas le droit de consacrer des objets au temple, on n'a pas le droit d'évaluer la valeur d'une personne. Dans la Torah, ça s'appelle arachim. La Torah donne une valeur de personne, la valeur d'une personne s'il était vendu en tant qu'esclave. Vous savez quoi vendu en tant qu'esclave? Que s'il devait travailler un travail physique, quelle serait sa valeur? Mais alors quelqu'un veut consacrer de l'argent au temple, il dit bon, je consacre la valeur de telle et telle personne, et la Torah donne une valeur, que ce soit une fille ou un garçon, que ce soit un vieux, un jeune, il y a une paracha dans la Torah qui parle de ça. Donc, on n'a pas le droit de faire ça, ni... Pardon? Un barème.
on n'a pas le droit ni de consacrer, ni de marichin, le machimin. Machimin, c'est plus ou moins la même idée que consacrer un objet au hekdesh. Pourquoi pas? Gzera meshum mekach ou memkan. On a peur qu'à force de faire ça, il risque aussi de faire des transactions commerciales, de faire du business. Pourquoi? Quel est le rapport entre un et l'autre? Regardez le Rashi. Meshum mekach ou memkan. De le mekach ou memkan danou, parce que ces actes, l'acte de consacrer quelque chose au Beit Mikdash, il est similaire à une affaire. Chez Motsi Mirshuto, le Reshut HaKekdesh, le mekach ou memkan assur. Donc, c'est quoi une affaire? Il y a un objet qui va passer du domaine du vendeur jusqu'au domaine de l'acheteur. Alors, de ce point de vue, consacrer un objet au temple, c'est la même idée, plus ou moins. Il y a un objet qui passe d'un domaine à l'autre. Avant, c'était dans le domaine du propriétaire et ça passe au domaine du temple. Alors, comme ça ressemble à l'autre, on a peur que si on permet ça, il y a des gens qui risquent aussi de faire des affaires, des transactions commerciales, et ça, c'est interdit. Et Rashi, je continue dans le Rashi. Ou mekach ou memka asur mina mikra. Il y a un verset, pas dans la Torah, mais dans le prophète, qui interdit de faire des affaires. Dirtiv mimso cheftzacha vedaber davar. Tu n'as pas le droit le Shabbat de t'occuper de tes affaires. Et ici, t'occuper de tes affaires, entre autres, c'est une allusion à faire des affaires. Inami, et une autre raison pourquoi c'est interdit. Mekach ou memka atilede ktiva. Quand il y a une affaire, c'est toujours accompagné, une transaction, c'est toujours accompagné par un contrat. Alors s'il y a un contrat, encore une fois, on a peur que les gens vont écrire pendant le Shabbat ou Yom Tov, mais si tu me dis, Rachid, ok, mais on arrive à une situation où une fait une gzera l'exera. C'est quoi une gzera l'exera? Tu ne peux pas consacrer un objet au temple de peur que tu vas faire une transaction commerciale. Et tu ne peux pas faire une transaction commerciale de peur que tu vas écrire. Et on sait qu'on ne fait pas une xéra l'exéra. Les chachamim, ils interdisent des choses pour protéger la Torah, pour t'empêcher de faire un issur de oraita. On ne va jamais avoir une xéra qui va protéger un dérabanan, un interdit dérabanan. Ici, Rachid dit, si tu me dis qu'apparemment c'est la même chose, il répond, il dit non. Il dit en fin de compte, les affaires, l'interdit de faire des affaires, l'interdit d'écrire, ça fait partie, c'est un ensemble. Que écrire et faire des affaires, c'est un ensemble, c'est pas une xéra, c'est un ensemble. Oui, on est. Il y a des diamantaires. Au Maroc les diamantaires en général, okay. Ici, rien du tout, rien qu'ils disent. Oui. Est-ce que c'est permis? Est-ce que ça c'est permis? Il n'y a pas de signature ni rien. Non, je vais te dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a un concept dans la halakha qui s'appelle l'o-plug. Plug, c'est une distinction. On ne fait pas de distinction. Le moment qu'il y a un interdit de Rabbanan, on dit pas, tiens, ici, il y a une affaire qui se déroule sans le besoin d'écrire, donc on va dire que c'est permis. Je te donne un autre exemple. C'est interdit de faire yihoud, d'être seul dans une pièce avec une femme, de peur que la situation se dérape, il y a des relations. Donc c'est interdit d'être seul dans un endroit avec une femme. Même si la femme en question, c'est ta belle-mère qui a 90 ans, donc tu ne risques pas d'arriver à une... Même dans ce cas de figure, on dit l'oploug, c'est interdit. Parce qu'encore une fois qu'il y a un interdit de rester, on ne va pas commencer à dire, ok, c'est interdit, mais ici dans cette situation, ça ne s'applique pas. Ou ici c'est différent. Non. Une fois que c'est interdit, d'une façon générale c'est interdit, on ne va pas commencer à faire des distinctions. L'important, ce n'est pas d'écrire, c'est interdit. Non, la raison pour laquelle c'est interdit... Non, René, la raison pour laquelle c'est interdit, c'est de peur que normalement les transactions, c'est accompagné par un contrat. On risque d'écrire. Oui, alors tu me dis qu'est-ce qui se passe, disons en Belgique où ils font avec les diamants, ils n'écrivent pas. Ouais. Je te dis c'est un cas de l'oploug. On ne fait pas des distinctions. Une fois qu'il y a un interdit, c'est un interdit à fond. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait demander une question. Oui, je vais dire simplement que mon père en Algérie, il a mis 60 ans pour comprendre ça. On n'avait pas de contrat. On
se serrait la main, il y avait quelqu'un qui écoutait. Voilà, je te rends ma voiture, il y a quelqu'un qui est à côté, serrer la main, c'est fini. Si jamais ils reviennent, c'est pas un homme, ça n'a pas de truc, rien du tout. Un cassé d'abord. Il a mis 60 ans pour comprendre que ça n'existe plus. Il faut tout écrire, il faut prendre un avocat, et quand on n'est pas sûr, même 2 avocats, si c'est des grosses sommes. Il y a quand même des cas, je veux dire, dans Hein? il y a quand même des cas où, par exemple, si c'est ta soeur, ta mère. Non, ça c'est différent. Il y a des cas, comme tu dis, il y a des cas exceptionnels où des membres de la famille, ça c'est différent. Alors la Gemara, on continue dans la Gemara. Velo magbi'in trumot ou maasot. On n'a pas le droit pendant Yom Tov ou Shabbat de prélever trumot ou maasot. Pshita. Alors la Gemara dit c'est évident. Pourquoi c'est évident qu'on ne peut pas prélever trumot ou maasot pendant Yom Tov et Shabbat? Pourquoi c'est évident? Parce qu'on fait un travail. On fait un tikkun. De quel point de vue est-ce que c'est un tikkun? Ça va nous permettre de manger la... Oui, avant la récolte était inutilisable. Et maintenant tu le rends utilisable. C'est un tikkun clé. C'était moussé. Oui. Alors c'est évident, tu n'as pas besoin d'enseigner. Tanei Rabbi Yosef, lo nitzracha ela litna le kohen bo beyom. On dit dans un chidouche, c'est interdit même quand la trouma que tu prélèves, même quand la trouma que tu prélèves, tu livres au kohen le même jour. Alors quelqu'un qui voit que tu apportes au kohen de la nourriture, il aurait pu penser que tu lui donnes un cadeau, tu lui donnes la nourriture pour son repas de Yom Tov. C'est pas que tu lui as donné la nourriture pour prélever et pour te permettre de manger les restes. C'est pas évident parce que tu donnes le même jour la nourriture, la trouma au Kohen. Donc comme au niveau de Marinain, c'est pas évident que tu fais un tikkun, tu fais la trouma pour te permettre de manger la récolte. Alors on aurait pu dire que c'est permis et la Mishnah dit que non. Néanmoins c'est interdit. Si tu prélèves Trumot ou Masrot, tu prélèves Trumot ou Masrot c'est pour te permettre de manger les fruits. Mais quelqu'un qui voit ça... Attends, alors il voit que... Mais taken kli. Le type, il voit tu es en train de les taken ta récolte, ton tevel. Donc c'est un problème. Mais si le type, il voit que tu prends la trouma, tu prends des fruits, tu vas à ton voisin le Kohen, tu tapes à la porte, il dit tiens, prends. Il peut penser qu'en fin de compte, ce que tu es en train de faire, c'est simplement donner un cadeau au Kohen. Et ce n'est pas nécessairement lié à Tevel ou rectifier ton Tevel ou le rendre... il pourrait penser que non, tu es en train de donner un cadeau. Alors, néanmoins, même dans ce cas de figure, c'est interdit. Et un Mishnah qui dit qu'il doit avoir un bon œil. Attends une seconde, oui. Il y a une Mishnah qui dit qu'on doit avoir un bon œil. Justement, c'est alors, avec ça. Et bien, un bon œil, de voir une situation, la prendre du bon côté, pas la prendre du mauvais côté. Oui, mais tu entends. C'est l'art de vivre. C'est quoi l'art de vivre? Que chacun il a son dossier à lui. C'est 2 dossiers différents. Ce que tu dis, c'est vrai. Chacun il doit Ain Tova, quand il regarde une situation, il doit juger favorablement. En attendant, il y a un chiyuv, une obligation qui s'impose sur l'autre personne de ne pas induire du soupçon. Ça s'appelle Marit Ain. Tu ne dois pas te comporter d'une façon où les gens risquent de penser que tu es en train de transgresser. Donc chacun, c'est d'un côté, c'est une obligation qui s'impose sur toi de te comporter d'une façon. Mais de l'autre côté, tu as raison, il y a un autre dossier. C'est quelqu'un qui doit regarder ton comportement d'une façon favorable. Ain Tova. Comment ça se fait qu'on parle de ça, puisque de toute façon, de prélever la serre, c'est interdit. Alors, non, c'est écrit dans la Mishnah que c'est interdit. Alors la Gemara dit que c'est pshita. Pshita, d'accord. Alors pourquoi la Mishnah a besoin de me dire... Tu peux faire un cadeau au Kohen que tu prends, etc. Attends une seconde. On va aller par étapes. D'abord, la Gemara dit que c'est évident. Je n'ai pas besoin de la Mishnah va m'enseigner ça parce que apparemment c'est une évidence que je ne veux pas prélever Trumot ou Masrot. La réponse c'est qu'il y a des cas de figure où tu aurais pu penser que si en fin de compte, le jour même, quand je prélève la Trouma, je le donne au Kohen, il n'y a pas de problème de Marit Ain. Les gens ne vont pas penser que tu es en train de prélever. Les gens vont penser qu'en fin de compte, tu donnes un cadeau au Kohen. Et ce n'est pas lié à Trumot ou Masrot. Le fait de prélever même. Oui. Le fait de prélever, c'est déjà un sourd. Tu as raison. Mais les gens,
risquerait de penser, Ali, que ce n'est pas seulement un problème intrinsèque à l'acte de prélever. Ils auraient pu penser que le problème essentiel, c'est un problème de Marit Ein. Ils auraient pu penser que l'interdit primordial, c'est un interdit de Marit Ein. Alors, s'il n'y a pas de problème de Marit Ein, ce serait permis. Et la Mishnah dit que non, ce n'est pas un problème de Marit Ein, c'est un problème intrinsèque à l'acte de prélever Trumot Masrot. Maintenant, on a vu Trumot Masrot, on a vu que s'il donne la Trouma, il ne peut pas encore manger, il faut qu'il donne le maaser. Pas donner, il faut prélever le maaser. Prélever, c'est autre chose. C'est-à-dire, oui, au contraire, la Trouma, ça rend la. Alors pourquoi il ne pourrait pas donner la Trouma au Kohen, puisque ce n'est pas un Metaken, au contraire, c'est Mekalken. Quand on dit ici Trumot Masrot, ça laisse entendre que c'est Iskat Chavila qu'il a fait les deux. Mais on aurait pu penser, bon, il donne la Trouma au Kohen, et les gens qui voient ça, ils disent, bon, il n'y a pas de problème de Marit Ein, et donc c'est permis. On te dit, ça laisse entendre, t'as raison, que le Masrot aussi, il doit prélever, il ne peut pas manger sans prélever les Masrot. On continue dans la Gemara. La Gemara dit, Vehanei Milet, vous voyez le Hei Mem, et ces paroles, cet enseignement, quand on parle de Pere, de Tfilei Me'etmol, de fruits ou de récoltes qui étaient Tevel la veille de Shabbat ou la veille de Yom Tov. Là, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit de prélever Yom Tov? Parce que tu aurais pu le faire, et tu aurais dû le faire la veille. C'était déjà Tevel la veille. Pourquoi tu ne l'as pas fait la veille? Aval Pere de Tfilei Ha'idna, mais des fruits ou une récolte qui est devenue Tevel le jour même, Kegon, par exemple, Issa, une pâte pour le pain, une pâte, la frusha mina chala, me farshinen. On a le droit justement de prélever la chala d'une pâte pendant Shabbat, pendant Yom Tov, veyahavinen le kohen. On a le droit de donner au kohen. Pourquoi c'est différent? Comme cuire le pain, c'est un acte normalement qu'on doit faire le jour même de Yom Tov, parce que le jour même, le pain frais est nettement plus goûteux qu'un pain qu'on a fait la veille. Donc, à cause de Simchat Yom Tov, si on est autorisé de cuire le pain le jour même, on ne peut pas manger le pain sans prélever la chala. Donc, c'est permis dans ce cas de prélever la chala, qui est comme la trouma. La trouma, on ne peut pas prélever, parce que tu aurais dû prélever la trouma la veille, en m'appliquant que tu le fais aujourd'hui, d'après le Shabbat ou Yom Tov. Mais la chala, d'un pain que tu vas cuire aujourd'hui, tu n'as pas eu le choix, et donc c'est permis. Maintenant, la Gemara demande, d'une façon générale, sur la Mishnah, les trois catégories, on avait parlé, il y avait encore une fois, Shvut, c'est un interdit de Rabbanan, Reshut, c'est un interdit où il y a un élément de mitzvah, et mitzvah, c'est une mitzvah à fond. Elle demande, Vahane Meshum Reshut, Eka, Meshum Shvut, Leika. Il y a seulement un problème de Reshut, il n'y a pas aussi un élément de Shvut. Shvut, c'est un interdit de Rabbanan. Même si tu me dis que c'est un qui définit comme Reshut, il est interdit. Mais c'est aussi un Shvut. C'est quoi Shvut? Encore une fois, c'est chaque interdit de Rabbanan qui cible Yom Tov ou Shabbat. Alors pourquoi c'est un Reshut et pas un Shvut? C'est aussi un Shvut, le Reshut. Vehanei Meshum Mitzvah Ika. Et la troisième catégorie, ça s'appelle Mitzvah, c'est seulement Meshum Shvut, Leika. Il n'y a pas un élément de Shvut. Amarabi Yitzhak Lomi Bayakama. La question ne se demande pas. Ça, c'est la structure de la Mishnah. Lomi Bayashvut Greideta. La question ne se demande pas que quand on parle d'un acte qui est simplement un shvut, qui est aucunement lié à la mitzvah, des assours. Alors ça, c'est évident que c'est interdit, puisqu'il y a un risque, s'il y a un danger. Elle a affilu shvut, de reshut, même un acte qui est un reshut, un élément de mitzvah, nami assour. Ça aussi, le fait qu'il y ait un élément de mitzvah, ça ne fait aucune différence, ça reste interdit. Velomi bayashvut de reshut de assour. Elle a affilu shvut de mitzvah. Nami assour. Donc on te dit en fin de compte, on va de bas en haut. Mais pas seulement un acte, par exemple grimper dans un arbre, qui est un acte qui est aucunement lié à une mitzvah qui est interdit. Mais même un acte qui est lié en quelque sorte à une mitzvah, par exemple juger ou marier une femme, il y a un élément de mitzvah. Ça aussi c'est interdit. Et pas seulement ça c'est interdit, mais même une mitzvah à fond. Comme par exemple prélever Trumot ou Masrot ou consacrer des choses au temple, même une mitzvah à fond c'est interdit.
à cause de l'élément de Shvut. Il y a un risque, il y a un issue de Rabbanan. Ok? On s'est appris comme exemple pour. Grimper dans un arbre. Voilà, pour une mitzvah de Shavuot, je grimper dans un arbre. Mais je grimpe dans un arbre pour faire une mitzvah de faire quoi? Normalement, le cas classique. Partir la mer pour. Tu t'es envolé là. Tu as pris ton envol. Directement. C'est une mitzvah? Oui, c'est une mitzvah, mais dans 99,999% des cas, les gens, quand ils grimpent dans des arbres, c'est pas pour faire la mitzvah de Shiloh Haken. Disons qu'il veut prendre un fruit. Ok, ça c'est encore pire. Encore pire, il n'a pas le droit de prendre un fruit en top. Et là, on a un problème. Mais là, on a un problème que c'est grave. Que s'il monte dans l'arbre, il va casser des branches. Oui, d'accord. Ok. Tu n'as pas le droit de prendre un fruit. Donc, c'est pas une mitzvah. Non, c'est je veux dire, ça c'est le problème. Le problème, c'est quand tu pars, même quand tu pars pour 1 minute, dans l'espace d'une minute, voilà, c'est un tout autre monde. T'as perdu. Non, mais il est allé préparer la question. Il a fait une mitzvah. Ouais. Il fait reshoot. C'est un acte qui est un élément de mitzvah, le mitzvah fond. Ok. On continue. Alors la Gemara dit qu'elle cite la Mishnah précédente qui disait, l'autre Mishnah qui dit qu'il n'y a aucune différence entre Yom Tov et Shabbat à part Ochel Nefesh. Et la Gemara demande à partir d'une autre Mishnah qu'on a vue précédemment. Uremineu Mashilin derech aruba beyom tov, abalo beshabbat. On avait vu dans une Mishnah précédente, j'espère que vous vous rappelez, qu'on a le droit de faire descendre des fruits à travers une lucarne pour les protéger de la pluie qui va venir, qui va bientôt tomber. On a le droit de faire ça pour éviter une perte d'argent, mais pas le Shabbat. Le même scénario de sauvegarder ses fruits et de les faire tomber par une lucarne, on va faire ça le Shabbat, uniquement le Yom Tov. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en ce qui concerne préserver une perte d'argent, on est plus meikel, on est plus cool pour Yom Tov qu'on est pour Shabbat. Et ça contredit notre Mishnah. Parce que notre Mishnah, à la fin de notre Mishnah, on avait dit... Pas de différence. On a dit que... Ein ben Yom Tov le Shabbat, el Ochel Nefesh bilvad. La seule différence entre Yom Tov et Shabbat, c'est Ochel Nefesh. Ici, on va de la Mishnah présente, il y a oui une différence. Tout le monde a compris la question? Oui. Même les étudiants des Mouna. Mais après... Non, je ne voulais pas le dire. Amar Rabbi Yosef lo kashir. Il n'y a pas de contradiction. Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. En fin de compte, ça reflète deux opinions différentes. Comme on va dans la Mishnah qui va suivre de Tanya, c'est écrit dans une braïta. Oto vet beno shnaflu le bor. On a deux animaux qui consistent un père et son enfant qui sont tombés dans un fossé pendant Yom Tov. On sait qu'il y a un interdit de la Torah d'égorger le même jour un père et l'enfant. Un animal et pardon, l'animal et son enfant. Donc, oui. Quelle est, entre parenthèses, quelle est l'idée? L'idée, il y a le Ramban, il dit que cette mitzvah nous enseigne qu'il faut faire gaffe de ne pas détruire les espèces. Si dans le même jour, tu tues deux générations, c'est comme si c'est, au niveau psychologique, comme tu te dis, tu risques de mettre à fin une espèce. Alors ça c'est une explication du Ramban. Quoi que ce soit, interdit de tuer les deux le même jour. Il y a un problème, les deux, ils ont tombé dans un fossé. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Eliezer Omer, Ma'alet Arishon Almanat le Shochato. Alors il dit, tu fais sortir le premier des deux, un des deux animaux, dans le but de l'égorger, pour le manger, pour Yom Tov. Veshochato, et tu l'égorges. Vasheni oselo parnasa bimkomo, que des lo yamut. Et le deuxième animal, tu lui jettes la nourriture dedans, dans l'espoir qu'il va pouvoir se nourrir, il ne va pas mourir. Ça c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua Omer, Ma'alet Arishon almanat le shochato. Lui dit non. Tu fais sortir le premier animal dans le but de l'égorger. Ve'eino shochato. Une fois que tu l'as fait sortir, tu ne vas pas l'égorger. Tu as changé d'avis. Exactement. Ve'choser ve'ma'arim. Ma'arim, le mot ma'arim, ça vient non. Ma'arim, ha'arama. Ha'arama, c'est une ruse. Tu as fait une ruse
Et tu vas faire sortir le deuxième. C'est quoi la ruse? Il fait sortir le premier animal, selon Rabbi Yoshua. Et en fin de compte, il s'avère que le premier, il est maigrichon. Et il est maigrichon, je préfère manger le deuxième. Alors donc tu fais sortir le deuxième aussi. Et là, là tu décides, une fois que tu as fait sortir les deux, lequel tu veux égorger. Ratsa zeshochet, ratsa zeshoret. Il peut décider lequel il va égorger. Alors, ratsa, s'il veut, il égorge celui-là. Ratsa, s'il veut, il égorge l'autre. Amarle abaya mimai. Donc, vous entendez, de cette braïte, on voit que quand on parle d'éviter une perte d'argent pendant Yom Tov, Rabbi Eliezer est strict et Rabbi Yoshua, il est Meikel. Donc on est en train de proposer que notre Mishnah, qui dit aucune différence entre Yom Tov et Shabbat à part Ochel Nefesh, c'est Rabbi Eliezer, qui dit on ne prend pas en compte Hefsed Mammon, on n'est pas Meikel pendant Yom Tov. Tandis que l'autre Mishnah qui dit qu'on a le droit de sauvegarder les fruits, les jeter par la lucarne, pendant Yom Tov et pas pendant Shabbat, c'est Rabbi Yoshua, qui, comme on voit ici avec les animaux, il est plus Meikel dans Yom Tov, dans le contexte de Yom Tov, quand on parle d'éviter une perte d'argent. Oui, mais il y a c'est ce qu'on propose, oui. Parce que dans le cas des animaux, si ça avait été Shabbat, de toute façon, tu n'auras pas pu les faire parce que tu ne peux pas les égorger. Tandis que faire tomber des fruits, tu peux le faire le Shabbat. C'est une différence. C'est une différence. Et la Gemara, c'est une bonne différence. Et la Gemara va apporter quelques autres, quelques différences. On va voir qu'il y a d'autres différences. On continue, on va voir tout de suite. Regarde, et s'il a monté les deux, il a dit d'abord je ne vais pas faire celui-là, il a monté le deuxième. Comme Rabbi Yoshua. Comme Rabbi Yoshua. Mais le deuxième, il ne veut pas non plus le faire. Non, une fois qu'il a fait monter le deuxième, il dit en fin de compte, je m'aperçois que le premier est encore mieux, que le. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Il doit égorger. Mais ici, la ruse est jusqu'au bout. Non. Il y a une ruse, c'est une ruse. Mais encore une fois, l'acte qui était permis, l'acte de faire sortir l'animal est permis à cause de Ochel Nefesh. Tu as le droit de préparer la nourriture pour ton repas de Yom Tov. Tu n'as pas le droit de simplement faire sortir des animaux, faire un acte qui est aucunement lié à Simchat Yom Tov ou Ochel Nefesh. Maintenant, il n'y a pas un acte de Tsar Balei Chaim? Non, ça ne va pas prendre. Il y a Tsar Balei Chaim, mais ça ne va pas prendre le dessus sur Yom Tov, la Kedusha de Yom Tov. On doit laisser les bêtes souffrir? Oui. Non, je parle pour Shabbat, quand on voit une bête qui est en train de souffrir. Je n'ai pas un devoir de. Tu peux lui envoyer de la nourriture. Ben d'accord, la grange est en train de brûler, qu'est-ce que ça fait? Je vais lui envoyer de la nourriture. Encore une fois, tu peux la laisser sortir l'animal de la grange, de façon que le pain peut brûler. Il y a une corde, tant que le nœud il n'est pas trop, il n'est pas compliqué, tu enlèves le nœud, libère l'animal. On continue dans la Gemara. Alors, Amar le Abaya Mimai, comment le rapport que tu fais, il n'est pas évident. Dilma, vous y êtes? Dilma, Ankan lo ki amar Rabbi Eliezer Hatam, elle a des efshar beparnassa. Peut-être Rabbi Eliezer qui interdit de faire sortir les deux animaux. Pourquoi il interdit? Parce qu'il peut s'en sortir. Comment il peut s'en sortir? Il peut donner parnassa, il peut donner la nourriture à l'autre animal qui reste dans le fossé. Donc ce n'est pas forcément une perte d'argent. Dans le cas des fruits sur le toit, des lo efshar beparnassa, il n'y a pas une option de sauvegarder à part de jeter par la lucarne. L'eau, peut-être Rabbi Eliezer ne va pas interdire, peut-être il va permettre. C'est deux cas différents. Inami, ou une autre différence. Adkan lo ke'amar Rabbi Yoshua hatam, elle de efshar le'arume. Ici, Rabbi Yoshua, il permet, parce qu'on peut faire une ruse, il y a un élément d'une combine, et ça c'est permis. Dans le cas des fruits pendant Yom Tov, de l'eau efshar le'arume, il n'y a pas une ouverture à faire, il n'y a pas une ruse qu'on peut faire, il n'y a pas une combine qu'on peut faire. L'eau, peut-être Rabbi Yoshua va interdire. Peut-être la seule raison qui permet, c'est à cause de la combine. Mais ici, dans le cas des fruits, il n'y a pas de combine. Peut-être il va interdire. Tout ça pour nous dire que tu me dis que ça c'est Rabbi Yoshua et ça c'est Rabbi Eliezer.
c'est pas évident que tu peux faire la comparaison, parce qu'on te dit qu'il y a des différences. Ah oui, même comme Shabbat, il a dit Denis. Oui. Ella Amara Papa Lokasher. Néanmoins, il n'y a pas de contradiction entre les deux Mishnayot. Entre la Mishnah qui dit qu'il n'y a aucune différence entre Yom Tov et Shabbat, et l'autre qui dit non, néanmoins, Yom Tov, on n'est plus Meikel. Ha Beit Shammai, Ha Beit Hillel. Un, c'est l'opinion de Beit Shammai, l'autre, c'est l'opinion de Beit Hillel, d'Etnan, comme c'est enseigné dans une Mishnah. Beit Shammai omrim, Ein motzi'in, lo et hakatan, velo et alulav, velo et sefer Torah, les reshut rabim. On avait vu ça auparavant. Vous entendez qu'il y a un interdit, Shabbat, de faire sortir un objet du domaine privé au domaine public, reshut yachid, reshut rabim, et vice-versa. Maintenant, pendant Yom Tov, Issour, il est permis, il devient permis à cause de Ochel Nefesh. Donc, si le type il veut faire une grillade en dehors de sa maison, il a le droit de faire sortir des choses de Reshut Yachid et Reshut Rabim à cause de quoi? Ochel Nefesh. Maintenant, il y a une marloquette. Il y a une marloquette. Maintenant, on parle de Yom Tov. Mais juste avant, tu viens de parler de Shabbat. J'ai dit, il y a un interdit de faire Hotza'a pendant Shabbat. C'est différent. Et je viens de dire justement pendant Yom Tov, ce même interdit, il devient permis dans le contexte de Ochel Nefesh. Mais même pour le Katan, mais même pour les trois. Alors justement, tu entends, alors là on avait vu ça avant, une marloquette entre Beit Shammai et Beit Hillel. Beit Shammai, ils disent, ok, l'autorisation de transporter, c'est uniquement dans le contexte de Ochel Nefesh. Tant que tu vas transporter des choses, de la nourriture, des assiettes, des choses qui sont liées au repas, tu as le droit, Ochel Nefesh. Mais transporter des objets qui ne sont pas liés, tu veux, je sais pas, tu veux bouquiner, tu veux sortir ton Astérix ou Lucky Luke, l'Astérix ou Lucky Luke de la maison. Mais moi je préfère parler d'Astérix et Lucky Luke. Tu veux faire sortir ça de la maison pour bouquiner dehors. Beit Shammai disent non, parce que ce n'est pas lié à Ochel Nefesh. Et Beit Hillel disent que une fois que Hotza'a a été permis, ça devient permis à fond. Une fois que c'est permis à cause de Ochel Nefesh, l'acte de Hotza'a devient permis à fond. Maintenant, pourquoi en fin de compte, Lucky Luke a dit que ce n'est pas évident? Parce qu'on parle justement, les trois cas dont on parle, un enfant, Sefer Torah et Lulav, c'est des choses qui sont liées en quelque sorte à une mitzvah. Ce n'est pas Ochel Nefesh, mais c'est lié à la mitzvah. Donc Beit Hillel permettent, en dépit du fait que ce n'est pas Ochel Nefesh, Beit Shammai ils interdisent. Donc on est en train de proposer ici que quand on parle, de la même façon que Beit Shammai, ils sont stricts en ce qui concerne transporter Hotza'a, ils vont être stricts en même temps de bouger les fruits. De la même façon que Beit Hillel, ils sont meikel en ce qui concerne Hotza'a, ils vont être meikel aussi en ce qui concerne bouger les fruits. Ça, c'est ce qu'on propose ici. Et la Gemara, on finit en disant Dilma Lohib, c'est peut-être une mauvaise comparaison, parce qu'encore une fois, c'est deux cas différents. Adkan loke amre Beit Shammai hatam ela hotza'a. L'interdit de Beit Shammai de faire sortir pendant Yom Tov un bébé, un Sefer Torah, un lulav, il interdisait hotza'a, faire sortir un objet. Il ne parlait pas de bouger. Peut-être quand on parle de bouger, qui n'est pas un iso deoraita, il va être plus meikel, a-t-il tout l'eau? Et la Gemara dit, tu ne peux pas faire une telle distinction entre bouger, l'étaltel, entre transporter. A-t-il tout l'av tzorer hotza'a hu? L'acte de transporter, c'est le début de l'acte de bouger, c'est le début de l'acte de faire sortir. Maintenant, vous entendez, selon Beit Shammai, une des raisons de base de Mokse, pourquoi on n'a pas le droit de bouger des choses à la maison, de peur que si tu transportes des choses à la maison, tu risques d'oublier et de les faire sortir de la maison dans Reshut Rabim. Donc pour t'empêcher de faire sortir, c'est une barrière, de t'empêcher de faire sortir les objets, on t'interdit de bouger des choses à la maison. Alors comment ça se fait qu'on a le droit de bouger de la nourriture, le Shabbat, la nourriture, des assiettes, plein de choses? Parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est comme une xéra sheinam yichulim lamot. Mais pour Beit Shammai, en fin de compte, l'interdit de bouger des choses à la maison, c'est de peur que tu vas faire sortir. Et donc c'est interdit. Donc les fruits aussi,
ça va être interdit, même dans l'espace du toit, dans l'espace de la maison, de les bouger. Parce que c'est, voilà, tu n'as pas besoin, ce n'est pas des fruits que tu as mangés. Beit Hillel disent que non. Beit Hillel disent que l'interdit de mouxer et de bouger des choses à la maison, c'est simplement pour t'empêcher de faire un travail, pour t'empêcher de te fatiguer. Et on va justement à cause du concept de prévenir, d'empêcher une perte d'argent, Hefsed Mammon, le Hefsed Mammon va prendre le dessus sur le fait qu'on veut que tu vas te reposer et pas transporter des choses, en dépit du fait que normalement il y a un problème de moux. Le problème de moux, son Beit Hillel va être repoussé à cause de l'élément de Hefsed Mammon. Donc ça, c'est ce qu'on propose, que la lucarne, faire sortir, faire descendre les fruits qu'on avait vus précédemment dans la Mishnah, c'est permis selon ça, c'est l'opinion de Beit Hillel. Et la Mishnah ici qui dit qu'il n'y a aucune différence entre Shabbat et Yom Tov, même quand on parle de préservation, d'empêcher une perte d'argent, ça c'est Beit Shammai, ça c'est ce qu'on propose. Maintenant, la prochaine fois qu'on se voit, s'il y a des questions, parce que j'ai fait ça assez vite, s'il y a des questions sur ce qu'on vient de voir, on va revoir. On pourrait penser, logiquement, c'est plus logique de penser que c'est Beit Hillel qui dit que c'est permis. Oui, c'est Beit Hillel. Celui qui dit que c'est permis de jeter les fruits par la lucarne, c'est Beit Hillel. Non, seulement Yom Tov. Qui plus Mekel Yom Tov, c'est Beit Hillel. Et celui qui dit dans la Mishnah qu'aucune différence entre Shabbat. Lui permettrait et Shabbat et Yom Tov. Non, il permettrait uniquement pendant Yom Tov. Parce que Yom Tov, on est Mekel. Tu parles de Beit Shammai là? Non, je parle de Beit Hillel. Beit Shammai dit le contraire. Il dit le contraire. Pourquoi? Moi j'ai dit. On est Beit Hillel, ils sont Mekel. Beit Shammai, ils sont Mekel. Ah, et ça interdit. Mais on va revoir la fin.